Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'accueil et l'introduction. Merci aussi à Romain qui a bien introduit le sujet que je vais vous présenter tout de suite. Donc, arrêtez de ghoster vos utilisateurs. Donc, ghoster, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça vient bien entendu de l'anglais ghost, fantôme. Et donc là, on va parler de quoi? On va parler de nos utilisateurs finaux dans un processus de création. Donc, qu'est-ce que c'est le phénomène du ghost d'un utilisateur? C'est finalement quand vous allez dans une relation amicale ou amoureuse ignorer quelqu'un, vous allez arrêter de lui répondre parce que peut-être qu'il a dit quelque chose qui vous a pas plu ou vous pensez que finalement il y a quelque chose qui passe plus, il n'y a plus le feeling ou en tout cas plus grand chose à se dire. Je pense qu'on a tous été consciemment ou inconsciemment dans la situation du ghoster ou du ghosté. Et je pense aussi qu'il y a un beau parallèle à faire avec le processus de création de projets, d'une maison, d'une aire de jeu, d'un service ou d'un objet du quotidien. J'avais oublié d'appuyer sur ce bouton. Pardon. Donc premier cas d'usage. On voit cette zone urbaine qui a été aménagée par un architecte, un urbaniste. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses bien géométriques, bien carrées, bien comme lui avait envie de le faire. Sauf qu'il a complètement ghosté ses utilisateurs puisqu'il s'est focalisé sur le besoin fonctionnel, un passage pour aller au travail ou à la maison, mais il n'a pas pris en compte le besoin utilisateur, qui était d'aller vite, d'aller rapidement. Pourquoi? Parce que le bus peut être en retard, parce que les gens aiment se lever tard pour aller au travail, moi le premier. Et du coup, on peut imaginer que si demain il y avait un réaménagement de cette zone-là, la mairie ou en tout cas la ville ou les urbanistes prendraient en compte ce petit détail, ce petit chemin qui a été creusé, qui a été marqué par les utilisateurs finaux pour réaménager l'urbanisme de cette place et pour faciliter les flux des utilisateurs. Si on va un petit peu plus loin, Henry Heinz, dans les années 1870, a inventé le conditionnement du ketchup pour le grand public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer une petite bouteille dans laquelle on va mettre le ketchup. Et là, pendant 120 ans, Heinz a complètement ghosté ses utilisateurs. Alors pas que de par sa faute, mais aussi de par les innovations technologiques qui n'étaient pas là. Mais en gros, on a tous été confrontés à la petite goutte de ketchup qui reste au fond. Et c'est juste ce qui nous manque pour terminer ces frites. Et donc forcément, on le secoue dans tous les sens, on en met partout. Et puis au final, on n'arrive pas à finir ces frites quand même. Donc ils ont inventé ça il y a à peu près 30 ans maintenant. 35 ans. Et donc là, ils sont rentrés dans un processus finalement on va essayer de répondre à un besoin utilisateur et plus à un besoin, je dirais, de packaging ou de production ou de productivité. Dernier petit exemple que je vous montre des best of ghosting. Google. Donc en 2005, ils avaient déjà plus de 150 000 utilisateurs par jour uniques. Et ils ont sorti cette interface à gauche. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est? En même temps, ça fait écho à Apple qui revenait assez fort dans le marché de l'ordinateur. Et Apple avait son dock. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en gros, c'est l'endroit où toutes les applications natives de OS X sont mises en exergue et où on peut cliquer pour accéder directement à une application. Donc là, Google s'est dit, tiens, ça marche super bien sur les nouveaux Mac. On va essayer de faire la même chose sur notre moteur de recherche. Et du coup, ils ont voulu aider l'utilisateur à filtrer sa recherche en ajoutant ces petits pictogrammes, donc le pictogramme image qui nous permettait d'aller directement rechercher une image, etc. etc. Sauf qu'en fait, au bout d'une journée, ils se sont aperçus que les gens ne l'utilisaient pas du tout, que pour eux, le plus simple, c'était de taper directement dans le moteur de recherche ce dont ils avaient besoin, et que dans tous les cas, ça marchait. Donc au bout d'une journée, ils l'ont carrément enlevé et ils sont revenus sur l'interface plus classique. Alors ça, c'est pas l'interface de 2005 après la mise à jour, c'est l'interface d'hier, mais c'est celle qu'on connaît et c'est celle qu'ils ont gardée, beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple et qui répond aux besoins utilisateurs de rechercher et trouver.
Malheureusement, dans ma petite expérience, je suis tombé sur des gens, c'était des ghosters fous. Ils ont pas du tout conscience de la mine d'or que leurs utilisateurs pourraient leur apporter pour développer leurs produits. Et du coup, je vous ai réuni les 3 punchlines qui m'ont vraiment marqué pendant ces petites années professionnelles. Donc on a fait une étude Quanticali, c'est tout bon. On maîtrise tous les tenants aboutissants de nos clients et de nos usagers. Donc ça, c'est une directrice marketing qui m'a dit ça. Un commercial d'un grand groupe qui m'a dit non mais mes clients je les connais par cœur, on ne va pas perdre de temps à les connaître mieux, à en savoir plus, pas la peine, je maîtrise tout. Et enfin un PDG d'entreprise qui m'a dit mais pourquoi vous voulez analyser les besoins de nos clients, on sait déjà ce qu'on va mettre sur le site, sur notre application, pas besoin de savoir ce dont ils ont envie. Donc ça, ouais, pour moi, ça a été vraiment assez marquant, mais heureusement, à côté de ça, j'ai eu d'autres clients qui, eux, étaient beaucoup plus intéressés et beaucoup plus soucieux de l'expérience qu'ils allaient donner à leurs clients. Et du coup, je vais vous parler d'une application mobile que j'ai créée, bien entendu pas tout seul, mais pour les chauffeurs poids lourds. Donc la première chose qu'on a fait, c'est directement aller les voir. Parce qu'en fait, finalement, ces gens-là, moi, ils sont vraiment très éloignés de mon milieu. J'ai jamais eu personne dans ma famille ou dans mon cercle proche qui faisait cette activité-là. Donc la première chose que je suis allé faire, c'est essayer de trouver des gens qui pouvaient me faire monter dans un camion et qui pouvaient me faire vivre leur vie, finalement. Donc j'ai rencontré plein de gens, je pourrais vous citer Phil26, Arthur 69, Isabelle qui est responsable d'une association, enfin voilà, bref. Mais tout ça pour dire que j'ai essayé de m'immerger au plus profond de ce qu'ils vivent au quotidien pour être sûr de bien comprendre leurs tenants et aboutissants et répondre à leurs besoins dans notre application. Je suis même allé dans des restos routiers où finalement je suis allé casser la graine avec eux, comme ils disent, boire une bière après le boulot et discuter un petit peu de tous les problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement c'était un boulot très compliqué, avec beaucoup de contraintes légales, mais aussi personnelles. Légales parce que par exemple pour une journée de travail de 8 heures, un chauffeur doit s'arrêter au minimum toutes les 4 heures pour faire une pause légale de 45 minutes. S'ils ne le font pas, ils peuvent se faire arrêter, on peut leur reprendre leur permis de conduire, etc. Donc ça peut avoir vraiment des impacts importants. Mais ils ont aussi d'autres contraintes en fonction de ce qu'ils vont transporter. Typiquement, si on transporte des produits nucléaires, on n'a pas le droit de passer à côté d'un fleuve, par exemple. Ou si on transporte quelque chose de très grand, il va falloir qu'on évite tous les ponts et tous les tunnels du trajet pour être sûr d'arriver à bon port. Il y a d'autres petites contraintes. Je suis aussi allé sur des aires d'autoroute et j'ai essayé de parler avec des personnes qui étaient originaires d'autres pays, donc la plupart du temps de l'Europe de l'Est. Et donc eux, leur contrainte, c'était de partir longtemps, loin de leur famille. Donc typiquement, une personne pouvait partir jusqu'à 3 semaines, 4 semaines, donc seule dans sa cabine, avec ses raviolis et son réchaud et sa petite télé. Et, donc vraiment dans un contexte assez précaire et assez rudimentaire. Donc eux, voilà, ils ont 0 contact avec leur famille, avec leurs amis. Donc on a essayé de répondre à ces besoins-là. À chaque fois qu'on a rencontré des gens, on a essayé de garder le contact avec eux. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse les contacter et échanger sur le long terme avec eux. Donc le jour où on a mis en place la première version de l'application qu'on avait créée, donc après quelques mois d'immersion au plus profond de ce milieu, on a pu du coup proposer aux gens de télécharger l'application et de nous envoyer des retours. Donc aussi bien des feedbacks techniques que aussi des suggestions d'amélioration. Donc ils ont pu nous dire oui, effectivement, moi il me manquerait ça, moi il me manquerait ça. Là vous n'avez pas mis la possibilité d'avoir telle option et ça serait intéressant de l'avoir, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la CB. Alors c'est un peu old school et ça n'existe plus, mais en gros c'est les grandes antennes qu'on voyait sur les camions et sur les voitures. Donc en fait c'était hyper important pour eux de l'avoir et c'est une des fonctionnalités qu'on a essayé de remettre dans notre application. Donc typiquement eux l'utilisaient du coup pour se parler. C'est un outil de communication donc, sur les ondes radio et donc on l'a refait dans l'app et on s'en est servi aussi pour récupérer des feedbacks utilisateurs. Donc typiquement, donc Phil26 par exemple prenait l'application et nous disait hey, les gars, le truc marche plus là, il faudrait réparer s'il vous plaît.
Et du coup, nous, on pouvait lui répondre en instantané, bah oui, ok, on a bien pris en compte et on va essayer de résoudre le problème. Pour aller jusqu'au bout de cette passion et en tout cas pour essayer de la comprendre, on a aussi été aux 24 heures du Mans poids lourd. Donc je savais pas qu'il y avait ça, mais en fait c'est hyper intéressant parce qu'on a vu donc les camions que vous voyez à gauche faire la course à plus de 160 km/h en faisant un vacarme énorme. Et bah voilà, c'était assez marrant de partager ça avec eux parce que c'est un peu leur rendez-vous annuel. Donc voilà, c'était vraiment un projet humain où on a rencontré des gens qui ne sont pas du tout à l'image de ce qu'on a en tête du chauffeur poids lourd qu'on voit sur l'aire d'autoroute avec un Marcel et sa tâche de grade et bolognaise de midi. Non, je fais exprès de tirer un trait un peu, parce que c'est pas du tout ça en vrai. Et c'est ça qui était vraiment beau dans le projet. Et du coup, en étant au plus près d'eux, on a réussi à bien comprendre leurs besoins et à aussi adapter l'application en fonction. Autre exemple de non-ghosting d'utilisateurs finaux, un client est venu me voir un jour et il m'a dit bah voilà, aujourd'hui mon site internet il convertit plus assez, j'ai vraiment besoin qu'on fasse en sorte de plus vendre. Donc on a analysé un petit peu le besoin, on a analysé un petit peu le site et là on s'est aperçu que effectivement le problème venait du tunnel d'achat. Alors qu'est-ce que le tunnel d'achat? Le tunnel d'achat c'est le moment entre le panier et la commande, le moment où vous saisissez vos informations de carte bancaire et que vous payez. Donc la création de compte, l'adresse de livraison, la saisie de l'adresse de facturation, le paiement. On est allé dans des magasins et on a essayé de de demander à des gens d'utiliser le site pour voir où étaient les points de blocage. Donc directement dans les magasins, les gens étaient sur l'ordi et ils nous montraient ah bah oui bah là finalement je me souviens plus de ce que j'ai mis au panier, ou là ah bah je vois pas bien où est le bouton d'action, ou ah bah je me souviens plus le prix mais j'avais pas une réduction sur cet article là. Donc voilà, on a essayé de comprendre tous les points de blocage et une fois qu'on a bien compris tout ça, on leur a proposé donc une interface. Donc ça c'est un croquis, un wireframe comme on appelle ça. Une interface où on essayait de résoudre un petit peu tous les problèmes. Donc on l'a fait pour tous les écrans du tunnel. Et on est allé après dans la rue le proposer à des gens, lambda. Alors il y en a quelques-uns qui m'ont dit non, j'ai pas le temps et puis je souscris déjà à Médecins du Monde. Donc, mais bon, on a quand même insisté et il y en a quand même quelques-uns qui ont bien voulu nous répondre. Donc du coup, on a essayé de voir si ce qu'on avait proposé était quand même intéressant et si ça répondait et ça améliorait l'expérience d'achat sur le site. Donc, au final, ça s'est plutôt pas trop mal passé. On a eu donc le client analysait quelques chiffres clés. Donc c'est pas la peine forcément de rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce qui a été vraiment valorisant, c'est que dès que le site a été mis à jour avec les nouvelles interfaces, les ventes ont explosé et du coup, tout le monde était content, aussi bien nous que notre client final. Projet qui est encore en cours, qui est la traduction de la LSF, de la langue des signes. Donc personnellement, j'y connais pas grand-chose encore une fois sur ce sujet. J'essaye de me documenter vu qu'on est en train de faire un projet là-dessus, mais on aimerait donc monter une application qui va permettre de traduire la langue des signes en temps réel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour vous croisez une personne qui ne parle pas le français, mais qui parle la langue des signes, vous pourrez dialoguer avec elle grâce à votre téléphone portable ou à votre ordinateur. Il suffit juste d'avoir une webcam, de filmer les gestes, par exemple bonjour, et derrière, notre application va vous transcrire vocalement ou textuellement l'information que votre interlocuteur vous donnera. Donc là, vu qu'on n'y connaît rien du tout, moi et toute l'équipe qui travaille sur le sujet, on va directement contacter les associations et les personnes qui sont soit malentendantes, soit bilingues, soit carrément sourdes, pour finalement créer l'application elle-même. Donc nous, qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est la faculté de pouvoir contribuer au projet, le modèle d'intelligence artificielle et de machine learning qui va permettre de reconnaître les signes et de les traduire en temps réel. Et ensuite, c'est du coup les personnes parlant la LSF qui vont faire le projet pour les personnes qui parlent la LSF. Donc comme ça, on est sûr que le produit sera en adéquation avec les attentes et que les utilisateurs ne seront pas ghostés.
Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu sur le Ghost, mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y aura forcément des évolutions de tous les produits. On ne peut pas faire bien du premier coup. Par contre, en allant au plus près des utilisateurs, je suis quasiment sûr que votre produit sera toujours meilleur et toujours de meilleure qualité et répondra toujours mieux à vos utilisateurs. Pour conclure, je dirais qu'un bon produit, un bon service, ou en tout cas, peu importe ce que vous allez créer par la suite, mais je pense que c'est un peu comme une relation d'amitié avec votre meilleur ami. Si vous n'allez pas le voir régulièrement, si vous n'allez pas l'appeler régulièrement, bah, vous allez passer à côté de plein de choses. Merci à tous.